Bonsoir à tous, bienvenue dans la Semaine Éco, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'analyse des dynamiques économiques qui façonnent l'Algérie et le monde. Alors cette semaine, nous nous penchons sur un secteur clé en pleine transformation, l'industrie minière en Algérie. Le remaniement ministériel d'hier donne le ton avec deux décisions, notamment le statut d'un ministre d'État pour le portefeuille de l'énergie et des mines dirigé par Mohamed Arkab, et puis la nomination d'une secrétaire d'État auprès du ministre de l'énergie chargé des mines, justement. Et c'est dire toute l'importance qu'accordent les pouvoirs publics à ce secteur hautement stratégique. Alors parmi les priorités, il y a aussi la mise à jour prévue de la carte nationale des ressources minières d'ici quelques mois, des projets structurants comme Garage Billet, on en parlera également, ou encore l'usine de phosphate intégrée et une législation repensée pour attirer les investisseurs étrangers. Le secteur minier ambitionne de devenir un moteur de croissance économique et d'autosuffisance industrielle. Alors, quelles sont les opportunités offertes plutôt par ces projets et comment cette dynamique peut-elle transformer l'économie nationale et surtout, quelles retombées pour les régions et les populations locales? Autant de questions que nous allons explorer aujourd'hui avec nos invités experts et acteurs du secteur pour mieux comprendre les enjeux et les perspectives du développement minier en Algérie. Et j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau d'abord M. Bakhouch Ahmed. Alors vous êtes directeur de la stratégie, de la planification, du partenariat et du développement au groupe Sonarem, la Société nationale de recherche et d'exploitation minière. Merci d'être avec nous également. Vous êtes aussi expert minier, il faut le souligner. Merci, c'est Zohir. Docteur Mouloud Issaad, maître de conférence également au département de géologie de l'USTHP Babzoua, spécialiste en géologie minière. Mouloud Issaad, merci également d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Et puis Mohamed Achir, enseignant-chercheur, docteur en géoéconomie et enseignant à l'université de Mouloud Mamri Tizi Ouzou, consultant d'émission également. Monsieur Achir, bonsoir, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, avant d'aborder les débats avec mes invités, d'abord revenons sur le secteur minier dans notre pays. Il connaît une relance particulière depuis ces dernières années grâce à des projets structurants visant à diversifier l'économie nationale. Le gouvernement a mis l'accent sur l'exploitation des ressources souterraines non encore mises en valeur, notamment les projets prometteurs du phosphate, du fer et du zinc, avec un point particulier avec l'actu qui prime en ce moment sur le phosphate, le projet, le PPI, phosphate intégré. On voit cela en détail avec ce sujet signé Walid Yousfi. Premier coup de pelle des travaux d'ouverture de la mine de phosphate dans la région de Bled El Hadba, wilaya de Tébessa. Un projet qui s'inscrit dans un programme visant à exploiter, transformer et exporter le phosphate algérien, une ressource stratégique pour l'économie nationale, avec une production attendue de 6 millions de tonnes de phosphate brut par an. Nous avons assisté au coup d'envoi de ce projet. Cette étape de préparation du gisement devrait prendre entre 12 et 18 mois. Ce travail vise à rendre le site prêt pour une production de 6 millions de tonnes de phosphate brut par an, conformément au projet établi. Ce gisement sera réalisé par le groupe Sonarem via sa filiale Somifos, qui dispose de technologies modernes et de cadres qualifiés. Après l'ouverture du gisement de phosphate de Bled El Hadba, le site de construction de l'usine de production d'engrais a été fixé dans la même région. Ce projet vise à assurer la fourniture de matières premières nécessaires à la production d'engrais phosphatés. Le bassin minier de phosphate est composé de 4 zones principales: Djbel Anq Sud, Djbel Anq Nord, Ptita et Bled El Hadba. Les réserves globales dépassent les 3 milliards de tonnes. À Ptita, on estime les réserves à 500 millions de tonnes qui pourraient augmenter avec des recherches géologiques supplémentaires visant à développer ces ressources. Actuellement, une partie de ce bassin exploité, notamment dans la région de Bled El Hadba, contient plus de 1,2 milliard de tonnes de réserves, également susceptibles d'être réévaluées à la hausse. À ce jour, une partie limitée est exploitée, estimée à environ 840 millions de tonnes. Bled El Hadba, un site d'extraction et d'enrichissement de phosphate brut. Ce projet vise à répondre aux besoins du secteur industriel en cette matière, contribuant ainsi à renforcer le développement économique du pays.
Nous essayons de créer une dynamique économique et sociale au niveau des zones d'ombre et les zones frontalières. Ce projet bénéficie avant tout à la jeunesse de notre pays. Le président de la République supervise personnellement ce chantier qui ne se limite pas à un simple projet, mais s'inscrit comme étant le projet du siècle. À Oued el-Kibrit, dans la wilaya de Soghras, le coup d'envoi a été donné pour le début des travaux de réalisation du complexe de transformation d'engrais azotés et phosphatés. Nous allons réaliser des usines de transformation de phosphate pour produire des engrais phosphatés et azotés. Il y aura aussi une production intermédiaire d'acide sulfurique et d'acide phosphatique. De plus, l'urée sera produite en utilisant le gaz naturel. Le phosphate, une ressource stratégique dont les réserves permettent à l'Algérie de figurer parmi le top 10 des pays producteurs au niveau mondial. Une fois livré, ce projet devra assurer la fourniture de matières premières nécessaires à la production d'engrais phosphatés. Voilà donc pour le phosphate, on y reviendra dans un instant. Mais avant, je voudrais d'abord faire réagir mes invités sur cette décision donc, du président de la République avec ce remaniement qui met en exergue le secteur minier de manière particulière. C'est un coup de boost que connaîtra inéluctablement le secteur des mines avec bien sûr la nomination d'un secrétaire d'État chargé justement de ce secteur stratégique. Votre réaction, M. Barkouch, sur vous, on sait que ça vous tient à cœur, hein, vous êtes expert dans le secteur minier. Aujourd'hui, vous sentez cette volonté politique qui s'affiche de manière claire pour justement aller dans cette exploitation qu'on attendait depuis plusieurs années déjà. Oui, merci. Donc pour la volonté politique, je pense que ce secteur a été mis au cœur de la nouvelle stratégie notamment stratégie des pouvoirs publics, notamment dans le cadre de la diversification, notamment la diversification de l'économie nationale. Et ce secteur, il me semble que sa relance, elle est impérative en ce moment, compte tenu du potentiel dont dispose le pays et aussi les attentes des pouvoirs publics par rapport à l'aspect création de valeur et de richesse dans l'économie nationale. Donc il me semble que la volonté est née et tous les moyens ont été mis et les conditions ont été mises à la disposition du secteur et des opérateurs économiques dans le secteur pour mener et atteindre l'objectif de cette relance, de la relance de ce secteur qui est le secteur minier. Ce sera important, on en parlera tout à l'heure avec la SONAREM que vous représentez. J'aimerais aussi avoir l'avis de l'universitaire, vous êtes deux sur le plateau. D'abord, M. Mouloudi Saad, sur cette politique affichée. Les mines, c'est bon, c'est maintenant, on y va? Eh bien, à vrai dire, les gisements dont nous parlons, que nous avons cités, dont nous allons discuter tout à l'heure, sont connus déjà depuis assez longtemps. Si vous prenez Garage Billet, on remonte à la fin des années 60. Emizour, il est exploré quasiment depuis les années 80. Donc, c'est des ressources qu'on connaît déjà. Mais comme on a l'habitude de dire, c'est que la ressource, elle est là. Il faut aussi tout un contexte économique, toute une législation, tout un cadre qui favorise, le terme que j'ai bien utilisé, c'est l'épanouissement de la ressource et de l'exploitation. Donc, on remarque maintenant que la volonté, elle est là, et ça ne peut être que bénéfique pour ces projets. Si on peut spécifier, par exemple, la question sur la loi qui régira l'activité minière. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on imagine que cette loi, elle est plus d'actualité aujourd'hui. Actuellement, on parle de projets un peu particuliers, à savoir des projets structurants. Quand on parle de loi minière, on parle aussi d'investissement public, d'investissement privé et tout ça. Mais les gisements dont on parle actuellement, c'est des gisements stratégiques qui nécessitent vraiment une prise en charge particulière qui va bien au-delà de la simple loi minière, parce qu'il y a deux faits importants que j'aimerais noter à propos de la relance actuelle. Et ce que j'ai remarqué, ce qui est vraiment nouveau, c'est que de un, si on prend le cas d'Emizour, on voit que les aspects environnementaux ont été étudiés en détail. Pour certains, ça a peut-être ralenti le projet, mais le fait est que le projet a vraiment pris en compte les aspects environnementaux. Et un accompagnement, c'est-à-dire en même temps qu'il y ait une exploitation, l'accompagnement
en termes d'environnement est garanti. Exactement. Donc, c'est le premier fait saillant. On en parlera tout à l'heure de Ouadamizour. Exactement. Et la deuxième particularité, parce qu'on parle du secteur minier depuis très longtemps, mais si on doit noter deux particularités de l'époque actuelle, c'est celle-ci, pour l'environnement. Et deuxièmement, il y a aussi cette idée de remonter la chaîne de valeur pour aller vers de l'industrie et non une simple exploitation. Oui. Donc, on a pour Garaji Billet et toute la sidérurgie qui va autour, et pour le phosphate, et les engrais aussi. On en parlera également. Je vous pose la même question, M. Hachir. Oui, je pense qu'effectivement, il y a une volonté politique, il est clair, mais aussi on est carrément dans l'action. Du moment que nous avons commencé déjà, quand même, nous avons lancé ces mines très importantes, Rajbilet, du zinc et du phosphate. Donc on est déjà dans des phases de lancement. Et puis cette volonté politique s'affiche aussi dans une stratégie globale. Et le secteur des mines constitue un axe majeur, effectivement, de la diversification de l'économie et de valorisation des ressources et de la valorisation du potentiel de ressources existantes. On a aussi cette volonté aussi de la part des pouvoirs publics pour accompagner justement les investissements actuels dans le secteur des mines, pour y aller véritablement vers une industrie minière. Comment il y a de la dépense publique très importante qui accompagne ces projets. Parce que c'est des projets qui nécessitent des infrastructures d'accompagnement, des aménagements très importants. On voit, par exemple, les chemins de fer, par exemple, comme pour Garaji-Billet. Plus de 900 km, par exemple. Et tout ça, c'est une dépense très importante. Donc, c'est tous les moyens de l'État qui sont là pour réussir justement ces investissements qui sont lancés dans le secteur des mines. Si vous le permettez, on peut parler tout de suite de cette actualité. On le voyait tout à l'heure sur le reportage. Alors, c'est cette cérémonie d'inauguration sur les gisements de phosphate de Bled El-Hadba qui marque un peu le lancement officiel du projet de phosphate intégré donc à Bel Ater. En quoi le projet de phosphate intégré, je vous pose la question à vous, M. Brouch, avec une production estimative à 10 millions de tonnes de phosphate brut par an, en quoi cela pourrait jouer un rôle crucial dans la stratégie de diversification économique? On parle justement de ce levier économique qui est consacré par les mines et notamment par le phosphate. Oui. Oui, le phosphate, ce levier important dans l'économie nationale, l'objectif principal c'est tout d'abord le domaine d'utilisation des produits issus de la transformation de phosphate. Ça entre d'une part dans la sécurité alimentaire, parce qu'on va produire des engrais. C'est-à-dire que c'est cela l'objectif, il est vraiment stratégique pour le pays, et donc c'est la sécurité alimentaire par la production des engrais. Deuxièmement, il y a autre chose, c'est que depuis le début de l'activité minière, notamment dans ce créneau qui est le phosphate a été extrait, c'est-à-dire on extrait du phosphate brut et on le commercialise. C'est-à-dire, alors que la valeur ajoutée, le plus-value, il est dans le produit élaboré, c'est-à-dire après transformation. C'est pourquoi la décision de revenir et intégrer la partie amont qui est l'extraction et l'enrichissement de phosphate avec l'aval, c'est pourquoi nous avons maintenant une chaîne de valeur complète. Pourquoi? Parce que nous avons des leviers qui nous encouragent et qui représentent des avantages cruciaux pour la rentabilité de ce projet, notamment le gaz naturel, parce que notre pays dispose de gaz naturel. C'est un atout. C'est un atout majeur, plus aussi les ressources
de phosphate. Aussi, c'est un atout majeur. Donc, au lieu qu'on parle de phosphate comme étant la partie A, si la partie amont fournit ce phosphate et indépendamment de son intégration de la partie aval, c'est-à-dire qu'on va vendre le phosphate à la partie aval qui est la transformation, donc au prix international. Alors que si cette partie elle est intégrée, donc on va considérer que cette partie elle est partie intégrante, donc quoi? Donc la fin de la chaîne de valeur qui est le produit final. Donc c'est l'optimisation de toute la chaîne de valeur pour avoir une meilleure rentabilité tout en exploitant ces deux atouts. Absolument. C'est d'ailleurs le président de la République avait longuement est revenu longuement sur cet aspect de transformation et justement rendre la chose plus efficiente, transformer pour mieux exploiter la richesse. Je pose la question à M. Mouloud Issad, si vous le permettez. Les gisements de phosphate de Tbessa, on en parle bien sûr aujourd'hui, elles vont transformer l'économie algérienne, c'est une évidence, mais on parle, la question qu'on pourrait se poser à long terme, qu'est-ce que cela représente pour l'économie algérienne ? Si on parle des gisements et du potentiel là, que renferment ces mines. Alors il y a certains points qu'il faudrait mettre en avant pour qu'on fait un peu de pédagogie, pour essayer d'expliquer certaines choses. Il faut comprendre déjà que le phosphore est un élément très particulier dans la biochimie de tous les êtres vivants. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. On a tous fait des cours de biologie et donc on connaît, on a appris au fur et à mesure de nos études que le phosphore est un élément qui rentre dans quasiment tout le cycle du métabolisme. Donc, pour ce qui est de l'agriculture, il est quasiment impossible de faire des rendements intéressants, les rendements qui ont permis en sortant de la Deuxième Guerre mondiale d'atteindre des rendements très intéressants. Ces rendements-là ne peuvent être atteints sans engrais phosphatés. Donc c'est extrêmement important. Maintenant, on va rajouter un deuxième terme qui est l'aspect critique, l'aspect de criticité. Parce qu'actuellement, on a tendance à classer, que ce soit les pays, c'est une classification qui vient un peu des pays occidentaux, un peu des États-Unis, qui est cette notion de criticité. Pourquoi le phosphore est considéré comme critique? Parce qu'il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, pratiquement 88% des réserves de phosphate sont entre 4 ou 5 pays. Ce qui fait que c'est une ressource extrêmement monopolisée. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, comme je viens de le dire, il est impossible de substituer le phosphore dans l'agriculture. Donc ces deux points font que on ne peut pas faire sans le phosphore pour parler en parlant de souveraineté alimentaire. Et justement, pour revenir sur... Et là, je reviens. Donc, dans les 5 pays dont j'ai parlé, il y a l'Algérie. L'Algérie, on a 2 principaux districts, régions où on trouve du phosphate en Algérie. La première, connue depuis l'époque coloniale, c'est la région entre Sétif et Bourj Bouariri, mais c'est de très petites quantités. La région de Ras el-Oued et Bourj Gdir, mais c'est vraiment beaucoup plus petit. Et on a ce qu'on appelle les confins algéro-tunisiens, avec le Kouif, avec Djbel Onq, avec tout ça. Plus particulièrement, nous avons Djbel Onq qui est constitué de plusieurs gisements. En réalité, c'est un district qui contient plusieurs gisements, dont Bled el-Hadba, Djbel Onq, très connus. Et ça, c'est des quantités extrêmement importantes qui font de l'Algérie un potentiel acteur. Pour l'avenir, le point que je voudrais mettre en avant, c'est que ce n'est pas qu'une question d'industrie ou bien qu'une question d'exportation. C'est aussi une question de souveraineté à l'avenir. Parce qu'il faut savoir que les études donnent à peu près dans une 60aine d'années des chercheurs qui prédisent le pic du phosphate. C'est-à-dire à partir de 60-65 ans, une baisse de la production mondiale de phosphate qui fait que sur le marché, il y aura des tensions. Donc, nous avons tout intérêt aussi à protéger nos ressources, les exploiter, mais en même temps les protéger. Exactement. Oui. C'est une priorité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le fait d'aller dans l'aval nous assure aussi un process, un métier, un savoir-faire qui deviendra de plus en plus nécessaire à l'avenir. Monsieur Haché, sur la même question. Oui, c'est dans ce sens-là qu'on parle carrément de l'industrie, de l'industrie minière et surtout de l'aspect stratégique du phosphate aujourd'hui. Donc la question de la sécurité alimentaire est un défi de toute l'humanité aujourd'hui. Depuis la crise sanitaire, on est en train de parler justement d'un changement radical dans les rapports en matière de sécurité alimentaire. Tout à fait. Et l'Algérie, justement, est engagée dans
cette option de sécurité alimentaire. Et il y a même une nouvelle approche dans l'agriculture consistant justement à intensifier les investissements agricoles avec des grandes surfaces. On a vu des projets quand même de distribution de terres de 36 000 hectares, plus de 10 000 hectares, jusqu'à 100 000 hectares. Donc ces grandes surfaces agricoles nécessitent justement une matière première, nécessitent justement ces engrais phosphatés et nécessitent beaucoup de quantité. Donc je pense que c'est déjà important pour c'est-à-dire la sécurité alimentaire domestique, mais aussi demain pour exporter, parce qu'on doit se positionner aussi comme exportateur des produits agricoles. On a le potentiel. Pardonnez-moi, si je dois revenir sur ce qu'a dit Dr Mouloudi Saad sur justement le besoin d'être sur l'aval et d'analyser un peu sur les marchés, comment on pourrait se placer sur les marchés, est-ce qu'il faudrait peut-être ne pas répéter l'exemple malheureux de certains pays qui sont en surexploitation de phosphate et présents de manière grotesque sur les marchés internationaux. Est-ce que l'Algérie aujourd'hui a ce besoin peut-être d'aller sur ce terrain-là? Oui, certainement. D'abord, il y a des arbitrages à faire, il y a des choix stratégiques à faire. Commençons d'abord par... Je parle bien sûr avec bien sûr la notion de protéger ses ressources aussi. Hein. Oui, commençons d'abord par protéger d'abord satisfaire le besoin national. Absolument. Et puis, bien sûr, en fonction de nos ressources, de nos réserves, etc. À partir de là, on peut se positionner aussi sur le marché international. Mais ce qu'il a dit M. Issad est très intéressant. Donc nous détenons cet avantage comparatif. Et dans la ressource, on fait partie des pays qui concentrent l'essentiel de cette ressource, donc c'est un atout majeur, mais aussi, et il a été dit par M. Barouch tout à l'heure aussi, nous sommes un pays gazier, donc c'est un avantage comparatif très important. Donc tout ça, ça nous donne une certaine compétitivité. Donc, et maintenant, je pense que l'objectif majeur, avant tout, c'est la sécurité alimentaire. C'est-à-dire, c'est d'accompagner nos agriculteurs. Mais aussi, il y a toute une chaîne industrielle, parce qu'on parle de l'industrie, quand on parle de l'industrie du phosphate ou de l'industrie minière, donc il y a tout un effet d'entraînement qui va se développer, il y a une sous-traitance, un écosystème carrément qui va se développer. Ok. Monsieur Barouch, vous vouliez intervenir, allez-y. Oui, je voulais intervenir sur l'aspect préserver la ressource minière. Je dis bien, moi, je dis que l'Algérie dispose actuellement, c'est-à-dire à ce jour, d'un bassin phosphaté qui est le bassin de Jebel Aoun. Là où on trouve qu'il y a 4 gisements. Le gisement Jebel Aoun Sud, qui est en exploitation actuellement par une filiale de la Sonarem et depuis longtemps, donc depuis plus de 50 ans, avec une production annuelle qui atteint ces dernières années 2 millions de tonnes par an, mais on l'exporte en brut. Ça, il faut qu'on s'arrête ici. On dit pourquoi on l'exporte en brut. Tout le monde, c'est-à-dire ailleurs, dans les pays donc, qui ont la même ressource, ils n'exportent pas la totalité de leur production. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes en train de dire que la Sonarem, l'activité qui est en marche depuis 50 ans, on exporte du phosphate dans son état brut. C'est une peut-être il faudrait revenir sur cette décision. Pas revenir sur il faut revenir sur cette décision, pas totalement, parce que si on prend ce qui se passe ailleurs à l'international, tous les pays ayant cette ressource transforment 75 à 80% de leurs ressources. Mais c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire avec le projet de phosphate intégré, avec le... Justement, c'est ça l'objectif de phosphate intégré. Et 15 à 20% dans le brut. Il faut qu'on reste dans le brut, mais pas avec 15 à 20%. Pourquoi? Parce que le brut, c'est par rapport à notre expérience dans le marché international de phosphate, c'est un régulateur des produits en aval, des produits transformés. C'est notamment l'acide phosphorique et les engrais. Je reviens maintenant à la ressource de phosphate. Donc pour Jebel Aoun, nous avons au niveau du bassin phosphaté
un potentiel minier, ressources géologiques qui sont certifiées selon les normes internationales qui dépassent les 3 milliards de tonnes, dont le gisement dédié au PPI, le gisement de Bled el-Hadba, qui est dédié au PPI, recèle 1,2, plus de 1 milliard de tonnes de ressources géologiques. Ceci dit que ces 3 milliards de tonnes, avec notre production actuelle qui est de 2 milliards de tonnes, on va rester, je ne sais à combien. Aussi, on exporte ce phosphate à l'état brut et on importe les engrais. Alors que, donc on est perdant. Je parle à l'échelle stratégique. Mais justement, vous me tendez la perche, M. Barouche, pour parler de Oued el-Kebrit, justement. C'est un autre projet qui est très important. Oui. Le complexe de transformation et de production de fertilisants, donc c'est dans la région de Soukharas. Il va de manière claire, cela va permettre l'autosuffisance de l'Algérie en fertilisant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Oued el-Kebrit, c'est important aujourd'hui? Oui, Oued el-Kebrit, c'est la partie aval du PPI. Donc là, au niveau de Oued el-Kebrit, donc la partie aval, nous avons, c'est prévu, donc c'est le complexe de transformation chimique de phosphate en acide, donc en acide phosphorique et engrais, engrais DAP, MAP, et NPK et urée. Donc, mais principalement, l'engrais et les engrais ciblés, ce sont les DAP et les MAP, parce qu'ils ont une valeur importante sur le marché international. On va essayer un peu de simplifier pour nos téléspectateurs, parce que c'est un peu technique. Oui, non, mais c'est ça, c'est ça, parce qu'on parle d'économie, des choses. Donc, à Oued el-Kebrit, c'est la partie aval, et par voie de conséquence, au lieu que cette ressource, notre ressource, soit exportée en état brut et on l'importe sous forme de produits élaborés et produits élaborés avec un prix 10 fois plus que le produit, que le prix qu'on a appliqué dans le brut, donc il faut transformer localement par une stratégie d'intégration verticale dans la chaîne de valeur de cette industrie de phosphate. C'est ce qui est fait sur le terrain. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour sur la question du phosphate et de la transformation du phosphate avec le PPI. On en a parlé bien sûr avec le reportage que vous avez vu également tout à l'heure. Il y a un autre projet qui est très important, et là je m'adresse à monsieur Issad Mouloud sur ce projet qui vous tient à cœur, hein, je le rappelle. Hein, qui passionne. Qui vous passionne, voilà, je rectifie. Alors il s'agit du projet minier de Tel Hamza, donc à Amizour. C'est un projet dont on parle régulièrement. D'abord, la question qui me vient à l'esprit, quel est l'impact de ce projet? Quel est son impact sur la balance, par exemple, commerciale de l'Algérie? On imagine que le zinc et le plomb sont deux matières essentielles, justement, pour que l'Algérie soit positionnée aussi comme un pays producteur. Alors, c'est une question assez économique, je vous l'avoue, mais je vous la pose quand même. Évidemment, il faut savoir que à l'échelle mondiale, les gisements de même type que les gisements d'Amizour sont en nombre à peu près de 800, selon les données du service géologique américain publiées, sont en nombre de 800. Je vais arriver à la réponse. Juste pour donner l'importance du gisement et donc les implications économiques. Ils sont en nombre de 800. Et sur ces 800 gisements, à peu près une soixantaine dépassent les 50 millions de tonnes de ressources, dont celui d'Amizour. Donc le gisement d'Amizour, on utilise le terme de gisement de classe mondiale. Donc c'est un gisement qui a une importance économique incontestable. Personne n'osera dire le contraire. Donc, vous parlez par exemple de ses capacités, par exemple, pour être dans les chiffres. Alors, le gisement de Amizour en termes de ressources, quand on utilise le terme ressources, c'est-à-dire le volume global. En termes de ressources, c'est un gisement qui dépasse les 50. Bon, il y a plusieurs chiffres selon les teneurs qu'on retient, mais on va dire qu'il est autour de 53 millions de tonnes en ressources. Pour l'exploitation, ça sera un peu moins, ça sera entre 29 et 34, tout dépend des teneurs qu'on retient, mais ça reste quelque chose d'énorme par rapport à la production en plomb et zinc que réalise l'Algérie, que a réalisé l'Algérie à travers l'histoire. Donc, en termes de production, ça va tourner autour de 200 000 tonnes en concentré plomb zinc, beaucoup plus de zinc que de plomb principalement. Donc, en termes de production, ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant. Il y a deux choses qu'il faut noter aussi, c'est que le gisement d'Amizour a été l'objet d'une exploration qui a duré
très longtemps, qui a duré très longtemps. Avec des épisodes. Hein. Au fait, les épisodes correspondent à la prise en charge des questions environnementales. C'est-à-dire que le projet a été revu à plusieurs reprises. J'ai assisté indirectement et directement aux différentes discussions à propos du projet. Et le lancement actuel n'a été validé qu'après vraiment étude de toutes les possibilités pour exploiter ce gisement correctement. Pourquoi je parle de la manière avec laquelle on va l'exploiter et les impacts environnementaux? Parce qu'on est dans une époque où il n'y a plus de rentabilité si on ne respecte pas l'environnement. On ne peut plus travailler dans ces conditions. Donc après avoir levé toutes ces barrières à l'entrée pour l'exploitation du gisement, actuellement tous les feux sont au vert. Donc je ne parle pas uniquement du côté économique, je parle aussi du métier qui me tient à cœur, c'est-à-dire le métier d'exploitation minière et de géologie minière et d'exploration des ressources, parce que c'est aussi en quelque sorte un laboratoire et quelque chose qui va nous permettre de reprendre un métier qui a connu une petite récession au cours des années 90. Donc il n'a pas qu'une portée économique, il a une portée économique, une portée stratégique et une portée de développement de tout le secteur minier qui va profiter de tout le savoir-faire qu'on va acquérir dans ce gisement. Il y a un autre aspect qui est aussi important concernant l'exploitation de cette mine en particulier, c'est l'aspect création d'emplois. Là, je m'adresse à vous, 780 emplois directs, 4000 emplois indirects. Est-ce que cela influencera inéluctablement l'économie locale? Ça sera une bouffée d'air pour cette région en matière de création d'emplois? Bien sûr, d'ailleurs, c'est l'un des objectifs aussi stratégiques de cette valorisation des ressources minières, et même en termes de rééquilibrage de développement national. On remarque une grande mine du côté de l'ouest et une autre du côté de l'est, à Béjaïa, presque au centre. Donc il y a cette aussi répartition géographique avec des grands projets structurants des mines. Et pour justement cette mine de ZEC, c'est un investissement très important de 470 millions de dollars, donc c'est très important, dont effectivement 25% du budget consacré pour la question de la protection de l'environnement et de la santé. Alors l'environnement, il y a bien sûr la surveillance, pour être dans la précision, surveillance de l'eau, de l'air et de la biodiversité également. Ce sont trois aspects qui ont été pris en compte. Et puis, donc justement, il y a des emplois directs et des emplois indirects aussi. Il faut estimer un emploi, 3 emplois indirects pour un emploi direct en moyenne. Donc il y a toute une économie locale qui va se développer au niveau de Ouadamizour, donc de la région de Béjaïa. Et cette économie, il ne va pas, c'est-à-dire se renfermer seulement dans l'espace de la mine, de l'exploitation, mais aussi il y aura des usines de sous-traitance, même des entreprises de taille moyenne qui peuvent aussi exploiter. Des infrastructures également, des infrastructures, il y a aussi le transport, l'activité des services, l'activité de transport, de la restauration, il y a plusieurs activités, même le développement local, c'est-à-dire il y aura une vie économique dans cette région. Et c'est la particularité justement des sites miniers. Monsieur Bakrouche, je pose la question, à travers la SONAREM, il y a aussi ce projet de collaborer avec des entreprises étrangères. Alors il y en a deux pour le site d'Amizour. Il y a Terramine, donc la société australienne, et puis Sinosteel, vous me corrigerez, la société chinoise. Est-ce que cette collaboration, elle illustre justement la tendance de coopération internationale qui est aussi souhaitée par la nouvelle politique minière en Algérie, collaborer avec des étrangers et justement bénéficier de leur expérience dans la recherche minière? Oui, c'est tout à fait ça. C'est parce que, puisqu'on parle de Ouadamizour, c'est le gisement, il est dans des conditions un peu particulières. Si on parle sur l'aspect géologique, sur l'aspect hydrogéologique, sur l'aspect... C'est un défi technique. Oui, c'est un défi technique. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on a un gisement qui est dans les caractéristiques des roches, du minerai et des roches encaissantes, c'est-à-dire de la roche qui entoure le minerai, sont d'une tenue de qualité et de niveau médiocre. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de sécurité si
on ne prend pas les précautions nécessaires parce qu'on va passer à une exploitation souterraine. Et c'est pourquoi on a mis, c'est-à-dire dans l'étude de faisabilité qui a été approuvée par les organes qui sont habilités à donner les permis d'exploitation, on a proposé, c'est une méthode d'exploitation qui est la chambre Rambouillet descendante, c'est-à-dire contourner ce problème ou lever la barrière de cette difficulté d'instabilité des roches, c'est le rembrayage des vides créés après l'exploitation. Ce n'est pas une mince affaire. Deuxièmement, la méthode proposée n'a jamais été appliquée en Algérie. Deuxièmement, cette méthode, elle est appliquée dans 3 ou 4 pays. Elle est appliquée dans 2 ou 3 ou 4 pays à l'échelle mondiale. Et c'est une méthode qui est vraiment particulière et demande vraiment une expertise de très haut niveau. Est-ce que nos partenaires justement étrangers qui sont associés à ce projet justement sont contributifs dans la réalisation de ces défis techniques? Oui. Pourquoi? Parce que le cabinet qui a proposé cette méthode d'exploitation, cette technique d'exploitation souterraine, qui est la CRD, c'est un cabinet qui est issu d'un groupe qui a déjà une grande expérience dans l'application de cette méthode. Aussi, je vous dis franchement, parce que maintenant en Algérie, nous n'avons pas beaucoup de mines souterraines. Et même les mines souterraines qui existent en Algérie, nous avons la mine de Boukhadra, par exemple, la mine de fer de Boukhadra, et la mine de Bouaïd, la mine de Bouaïd pour la barite, la mine de Ain Mimoun de barite, la mine de Chabat al-Hamra pour le plomb zinc. Ce sont des mines des petites tailles. Des petites tailles. Et aussi, leurs conditions géominières sont plus faciles que celles de Tel Hamza. Donc nous avons besoin, c'est-à-dire nous avons besoin, quel que soit donc nous avons besoin de faire recours à cette expérience mondiale, à l'expertise. Oui. Et aussi, lorsque vous parlez de deux partenaires, donc le premier c'est un partenaire, c'est le partenaire donc Teramine, c'est un partenaire qui est dans le domaine de l'exploitation et la transformation donc des polymétaux, les métaux de base, plomb et cuivre. Et par contre, l'autre société étrangère, c'est un PM, c'est celui qui va faire la réalisation. Donc, c'est Nostil, vous parlez du partenaire chinois. Oui, chinois. Oui. Ici, je pense qu'il faut réfléchir dès maintenant pour le transfert de savoir-faire par la création d'un plan, d'une feuille de route, comment faire participer et comment faire apprendre nos cadres ingénieurs lors de l'ouverture et de la construction de la mine, parce que ça, il va réaliser, mais il ne va pas rester. Absolument. Donc, il faut former. Vous parlez justement, il est pertinent. Monsieur Bakouche, vous parlez justement du transfert. Et c'est tout l'intérêt d'avoir des partenaires, c'est justement transférer ce savoir-faire et cette expertise. Nous avons des universitaires également avec nous, qui sont issus de l'université algérienne, qui sont également spécialisés dans ce domaine. Votre avis sur la question, monsieur Mouledi Saad? Alors, il s'avère que au cours du développement du projet, au cours de l'historique du projet, comme j'ai dit tout à l'heure, il est passé par plusieurs phases et les deux projets retenus, l'un n'était pas validé, puis il y a l'actuel qui est validé. Donc ils sont passés par différentes phases qui répondent à plusieurs problématiques, comme il l'a dit tout à l'heure M. Broche, l'une relative à la stabilité et l'autre à la gestion des déchets. Et donc ces deux problématiques-là, ce sont des problématiques qu'on peut traiter dans le domaine de la recherche, qu'on connaît, qu'on traite surtout dans le domaine de l'environnement,
Par exemple, la méthode qui a été choisie pour le remblayage, on a un de nos anciens étudiants au département de géologie qui a réalisé une maîtrise dessus au Canada récemment. Il est parti, il a fait une thèse là-bas et c'est qu'on appelle le remblayage à pâte cimentée. C'est une technique qu'on connaît, une technique très nouvelle, c'est vrai, mais qu'on peut très facilement maîtriser. Cependant, il faut savoir que dans la formation dans le domaine minier ou bien de l'exploration minière est une formation qui est très axée sur l'aspect pratique. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des projets miniers, le fait qu'on puisse intégrer ces projets miniers, que ce soit pour la formation de nos étudiants ou bien dans la recherche académique, est extrêmement bénéfique parce qu'on peut aller aussi vers des domaines de recherche pour répondre à des problématiques qui ne sont pas encore connues aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, est-ce que vous le faites? Est-ce qu'il y a, vous êtes impliqué sur le terrain avec vos étudiants? On imagine qu'il y a des conventions où vous êtes régulièrement sur le terrain. Déjà, j'en profite de cette occasion pour remercier la Sonaram, le groupe Sonaram qui nous reçoit régulièrement dans plein de sites. On a l'occasion de travailler avec eux pour que ce soit l'encadrement de nos étudiants ou bien nos travaux de recherche. Ça se passe extrêmement bien et vraiment c'est quelque chose de très satisfaisant parce que on ne peut pas imaginer la recherche minière et l'industrie minière sans des stages très approfondis pour nos étudiants. C'est extrêmement important et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le volet de recherche académique, il y a des domaines. Par exemple, pour découvrir de nouveaux gisements, on est obligé de faire des travaux de ce qu'on appelle nous la métallogénie, à savoir déceler certains contextes géologiques favorables à certains types de minéralisation. Donc, pour ce qui est de la formation de nos étudiants ou bien pour la recherche académique, le fait qu'il y ait ce type de projet est extrêmement bénéfique. Merci. Alors, je pose la question, M. Achir, sur cette collaboration nécessaire, obligatoire, entre des secteurs opérationnels et l'université. Là, nous avons un cas réel de collaboration. Votre avis sur la question? Est-ce qu'aujourd'hui, on en parle souvent, on parle du rôle de l'université et de son importance avec son expertise. Nous faisons appel à des étrangers, mais nous avons aussi des compétences qu'il faut promouvoir. Oui, c'est extrêmement important de développer à la fois la recherche académique et la recherche appliquée, mais aussi la formation professionnelle, parce qu'il y a un travail d'exécution qui est nécessaire pour ces mines. Donc je pense que l'Algérie, avec ses grands projets structurants, est en train même de développer toute cet emploi spécifique, c'est-à-dire le travail des mines ou bien la spécialité des mines, que ce soit dans la recherche scientifique, académique ou appliquée, mais aussi en termes d'exécution, c'est-à-dire la formation professionnelle. Donc il faut multiplier justement ces passerelles entre les laboratoires de recherche, et il y a de la recherche et développement. Donc multiplier cette recherche et développement, que ce soit au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire, et on peut avoir même, d'ailleurs, et je pense qu'il y a un texte qui le permet, il est récent au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est de créer des conseils scientifiques mixtes, c'est-à-dire avec la participation directe des entreprises dans le conseil scientifique. Donc ça crée plus de coordination et ça fait traiter directement des problématiques et des besoins de recherche posés par l'entreprise et par c'est-à-dire l'économie. Et là, les mines justement, je pense qu'avec cette relance de ce secteur, donc il faut l'accompagner rapidement avec la formation, parce que nous avons cette ressource minière, mais il y a aussi le capital humain qui fait la différence en termes de compétitivité. Alors, il nous reste 10 minutes, en gros. On peut pas parler des mines sans parler de Garage Billet. C'est le projet le projet structurant qui attire les regards et de par son importance stratégique pour notre pays et même à l'international. Nous parlons de du traitement primaire de la mine de fer de Garage Billet d'ici décembre 2025. Monsieur Boukhouch, la question que je vous pose, le secteur minier, est-ce que cette exploitation primaire, quel aura le premier impact? On sait que les travaux vont vite pour finaliser tout ce qui est infrastructure, unité de transformation à Béchar, le chemin de fer aussi pour l'acheminement. Son importance, on ne cessera jamais de le répéter, pour notre industrie sidérurgique, mais aussi pour s'imposer au niveau international dans le marché de l'acier notamment. Et pour le cas de Garage Billet, le minerai de fer de Garage Billet,
c'est la même chose que les objectifs, l'importance et tout, c'est la même chose que le gisement, que celui de phosphate et autres. Oui. Mais ici, l'importance et l'impact d'aller vers l'exploitation et la valorisation du minerai de Garadjibilet, elle est d'une importance cruciale, notamment par rapport au marché, aux besoins au minerai de fer et par rapport à l'industrie sidérurgique qui est installée récemment en Algérie. Mais actuellement, en 2023-2024, on a importé l'équivalent de à peu près 2 milliards de dollars de minerai de fer. Les deux sociétés, Tosyali et Acquies, ont un import de minerai de fer riche, c'est-à-dire qui est d'une teneur plus importante. Et nous avons un gisement qui recèle plus de 3,5 milliards de tonnes. Et il est là, et nous sommes en train d'importer le minerai de fer. Ça, il me semble que ce n'est pas normal. Donc c'est pourquoi aller et décider vers l'exploitation et la transformation du minerai de fer, tout d'abord, c'est pour satisfaire l'industrie sidérurgique et la satisfaction du marché national. Et donc réduire la facture d'importation d'une part, et exporter l'excédent, parce que nous avons la possibilité, parce que l'objectif ciblé pour Garadjibilet, c'est à long terme, d'ici 2040, aller vers l'exploitation, l'extraction de 50 millions de tonnes par an, c'est-à-dire 25, donc c'est l'équivalent de 25 millions de tonnes par an des produits sidérurgiques. Donc c'est de réduire la facture d'importation et aussi de faire d'exporter, on parle d'exportation, c'est-à-dire oui, bien sûr. Oui. Donc aussi la devise aussi, faire rentrer au pays la devise et aussi en plus de la satisfaction de la sidérurgie nationale, c'est aussi à partir de la transformation et la valorisation de ce minerai de Garadjibilet, c'est de créer un tissu industriel important, parce que tout ce qui est produit sidérurgique, c'est utilisé dans les voitures, utilisé dans plusieurs autres domaines. Donc vous voyez l'importance de ce projet, en plus de son impact socio-économique dans la région sud-ouest. On va donc créer une dynamique importante. C'est une véritable transformation qui sera de la région. Absolument. Donc on aura aussi, par rapport aux postes d'emploi, une direction très importante. Donc la sous-traitance, la création donc des nouvelles petites industries, tout ce qui est donc activité industrielle petite, moyenne et autour de ce projet. Donc il est important. Et ici, je veux dire un seul mot. Rapidement, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. J'aimerais écouter les avis des autres invités aussi. Rapidement, pour que ce soit le phosphate intégré ou le projet de Garadjibilet ou bien le projet de zinc plan de Wadi Mizour et Tala Hamza, tout le monde parle de l'investissement, l'importance de l'investissement. Ici, je donne une précision capitale, parce qu'on parle de l'investissement direct qui sera donc financé par les opérateurs, par les entreprises de projets. Par contre, il y a un autre investissement qu'on ignore toujours. Il faut l'afficher aussi, l'effort de l'État pour tout ce qui est projet connexe. La mise à disposition des utilités, eau, gaz, électricité, les accès au gisement parce qu'ils sont dans des régions lointaines, donc on a donc les pistes, les routes, etc. La voie de chemin de fer, l'eau, les barrages, dessalement, etc. Ça représente 3 à 4 fois minimum. Si je prends l'exemple, par exemple, de Pépi, le montant de l'investissement, il est estimé aux alentours de 6,5 milliards de dollars, mais l'investissement des infrastructures est tout aussi important. Dépasse les 14 milliards de dollars. Monsieur Bakou, j'aimerais revenir avec Monsieur Mouloudissa sur Garadjibilet. Bien sûr, je vous repose la même question. C'est un projet important avec tout son potentiel en matière de minerai de fer. Votre avis sur cette exploitation primaire dont on parle d'ici la fin 2025?
Au fait, j'aimerais mettre en avant un point assez important par rapport au gisement de Garage Biled, c'est que un gisement de la taille de Garage Biled, dans le contexte dans lequel il s'insère, une région très aride, très difficile d'accès, et c'est un gisement dont l'investissement et le projet, il a une très grande inertie. Donc pour démarrer ce projet, c'est extrêmement difficile. Et par la prise en charge des travaux pour la réalisation de la ligne de chemin de fer, qui a été la décision elle a été prise pour que ça soit sur le compte de l'État, c'est une impulsion indispensable pour ce type de projet. C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la ressource, elle est là, mais c'est à nous de développer tout un contexte favorable à cette ressource. Et dans le cas de Garage Biled, il était indispensable de prendre cette décision de lancer les travaux de chemin de fer, parce que sans les travaux de chemin de fer, il est impossible de lancer ce projet. Et d'ailleurs, même le projet lui-même ne peut pas autofinancer ça, parce que c'est un investissement très lourd. Bien sûr, dans le domaine de la sidérurgie et des mines de fer, on est dans des cycles très très importants, très lents, pardon, comme la mine de Louanza et Bokhdara, elle est là depuis très longtemps, et il y a encore des ressources et des réserves disponibles, bien plus modestes que Garage Biled, mais c'est des cycles très très lents. Donc c'est sûr que cet investissement qui a été fait sur la ligne de chemin de fer, on aura un important retour dessus. Qu'on parle de projets structurants et que c'est des projets qui ont une rentabilité sur vraiment du long terme. Hein. Exactement. On est en train de parler de c'est la spécificité du fer et de l'industrie sidérurgique. Monsieur Haché, vraiment, pour conclure. Justement, c'est des investissements structurants avec une dépense d'investissement public très importante et qui vise non seulement la croissance mais aussi le développement. Et là, justement, à long terme encore, et d'ailleurs par Garage Biled, c'est 2023, 2033, après 2033, 2042, donc il y a une planification de long terme pour y aller vers une grande exploitation. Et tout ça, justement, ça oriente la stratégie de diversification de l'économie. Donc les mines, en conclusion, c'est l'un des axes majeurs de la diversification de l'économie algérienne. On pourrait avoir peut-être l'ambition de voir un pays devenir un pays minier. Par exemple, le phosphate, bien sûr, les engrais phosphatés, ça va augmenter d'une manière extraordinaire les rendements agricoles, et surtout l'agriculture intensive. Puis, tous ces minerais sont des matières premières pour l'industrie, donc pour la réindustrialisation. Alors, nous arrivons vraiment à la fin de l'émission. Le secteur des mines est extrêmement riche. Nous n'avons pas eu l'occasion de parler de l'or. Hein. L'or qui est une autre ressource qui est tout aussi importante et qui mériterait aussi qu'on y consacre un débat. On vous réinvitera pour l'occasion. D'autres ressources aussi, avec d'autres mines peut-être un peu moins importantes, mais qui demanderaient peut-être une légère attention, si ce n'est pour découvrir peut-être de nouveaux gisements dans ce grand pays, ce vaste pays qu'est l'Algérie. Merci encore une fois à nos invités. Je rappelle, M. Berkouch Ahmed, directeur de la stratégie, de la planification, du partenariat et du développement au groupe Sonarem. Alors Sonarem, c'est la Société nationale de recherche et d'exploitation minière. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci pour vous. Docteur Mouloudi Saad, maître de conférence au département de géologie, l'USTH Bebeb Zouar. Merci encore une fois. Vous êtes spécialiste en géologie minière. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci pour l'accueil et merci de nous donner cette occasion de parler de géologie. Et je profite de l'occasion pour saluer l'ensemble de mes collègues du département de géologie et de la faculté des sciences de la Terre. Et ils seront devant leur poste télé pour regarder. Merci. Docteur Mohamed Haché, enseignant-chercheur en économie à l'université Mouloud Maamri, toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes également consultant de l'émission. Merci. Merci pour vos éclairages. On aura l'occasion de reparler des mines dans les prochaines semaines pour revenir un peu sur l'importance de ce secteur stratégique et primordial pour notre économie. Merci à tous, très bonne soirée à tous.